Je vais commencer par quelques petites images si on a une bonne connexion Internet. Donc je vais vous présenter le résultat d'une enquête menée par Arrête ton char. Alors nous sommes ici à la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale. Nous sommes le 25 mars 2015 et je vais vous faire écouter un petit passage. Je crois qu'on est par là. Donc cet enseignement pratique interdisciplinaire langue et culture de l'Antiquité, je vous confirme qu'il aura le même nombre d'heures que ce qu'il peut avoir aujourd'hui une option existante, donc les élèves n'y perdent rien. Nous sommes maintenant à l'Assemblée nationale le même jour, en réponse à une question d'un député inquiet concernant la réforme du collège. Le ministre, l'ordre du jour rappelle les questions au gouvernement. Pratique pédagogique, dépasse le travail. Et qu'ils mènent des projets qui leur fassent comprendre qu'on leur déverse dessus. Et puis une réforme en Excusez-moi, il faut que je trouve le passage. par les élèves, les langues vivantes, oui. On y est presque. Langue vivante, oui. La langue vivante, une langue. Mais la langue vivante. Plus spécial. Pour précoce, l'exercice de la langue est une bonne chose pour les jeunes Français. On sait qu'on a du retard en la matière. Enfin, pour les langues anciennes et le latin, je le redis ici pour ceux qui auraient des doutes, les élèves bénéficieront exactement du même nombre d'heures qu'aujourd'hui pour pratiquer ces langues anciennes. Merci. Voilà, donc mon exposé va consister à vous montrer le contraire, évidemment, et plus exactement une perte dès cette année, dès septembre 2016, d'environ 1 million d'heures de latin et de grec, ce qui, mis bout à bout, représente 200 ans quand même, 200 années d'enseignement. Donc la ministre Najat Vallaud-Belkacem a décidé, à l'occasion de la réforme du collège, annoncée le 11 mars 2015 et entrée en vigueur à la rentrée 2016, de modifier statut, horaire et organisation de l'enseignement des langues et cultures de l'Antiquité, tout en s'engageant à de nombreuses reprises dans les médias, comme devant la représentation nationale, à conserver pour les élèves le même nombre d'heures d'enseignement après la réforme, ainsi qu'à ouvrir l'accès à ces disciplines à un plus grand nombre d'élèves, en appelant de ses vœux, je cite, un latin pour tous. Pour ce faire, la ministre a donc annoncé la mise en place de 3 dispositifs que nous allons voir les uns après les autres. Tout d'abord, un renforcement dans le cours de français de l'étude d'éléments linguistiques et culturels du latin et du grec ancien, ainsi que le choix pour les enseignements pratiques interdisciplinaires, que j'appellerai maintenant EPI, d'un thème spécifique langue et culture de l'Antiquité. La création de l'enseignement de complément langue et culture de l'Antiquité est intervenue quant à elle seulement quelques semaines après l'annonce de la réforme, sous la pression conjointe des enseignants, des médias et d'un certain nombre d'intellectuels. Et donc, après plus de 200 jours d'expérimentation de cette nouvelle formule d'enseignement des langues anciennes, nous pouvons aujourd'hui faire un bilan de ces 3 dispositifs grâce à la grande enquête qu'a menée notre association Arrête ton char auprès de 576 collèges à travers toute la France. Latin, alors on va commencer par le premier dispositif, c'est-à-dire le latin et le grec ancien dans le cours de français. Tout d'abord, l'augmentation de la place accordée dans le cours de français à l'étude, je cite, d'éléments linguistiques et culturels du latin et du grec ancien restera pour plusieurs raisons que je vais vous lister à l'état de vœu pieux. En effet, les programmes de français précédents, datant de 2008, invitaient déjà le professeur de français à travailler sur l'étymologie et la formation du lexique à partir d'éléments latin et grec. Les nouveaux programmes ne font donc qu'entériner un aspect du cours de français déjà existant. Et il faut bien admettre ensuite qu'avec des horaires de français, dans le meilleur des cas, inchangés, mais en fait largement tronqués si on considère ceux de 3e, puisque les élèves de 3e perdent une demi-heure hebdomadaire d'enseignement de français. Et si l'on ne retient également que les heures d'enseignement commun, sans accompagnement personnalisé ni EPI, dispositif mis en place avec cette réforme, eh bien ces dispositifs retranchent parfois 2 heures hebdomadaires à la discipline. Le professeur ne dispose donc pas du temps nécessaire pour augmenter la place à accorder à l'Antiquité. Pour ne prendre que cet exemple, on peut se demander s'il est vraiment raisonnable, avec cette réforme, qu'un élève de 5e bénéficie au mieux de 4h30 de français hebdomadaire contre 5h30 en langue vivante. Je précise que c'est la version optimiste, puisque un élève de 5e, si le choix est fait de faire de l'accompagnement personnalisé et un EPI sur les horaires du français,
Un élève de 5e actuellement peut se retrouver avec 2h30 d'enseignement commun du français par semaine. Voilà. Et donc 5h30 de langue vivante. Évidemment, contre lesquels je n'ai absolument rien. Le dernier frein à cette démocratisation des langues anciennes dans le cours de français se situe dans la formation des enseignants de lettres. Nombre de professeurs de lettres modernes estiment en effet ne pas être suffisamment formés pour enseigner aux élèves ces éléments linguistiques et culturels du latin et du grec ancien, ou pour étudier, même en traduction, certaines œuvres antiques qui nécessitent souvent une connaissance plus approfondie de l'histoire et de la littérature de cette période. En effet, jusqu'à 2010, une épreuve de version en langue étrangère était proposée aux candidats au CAPES de lettres modernes qui avait largement plébiscité le latin, qui était la deuxième langue choisie à cette épreuve. Dès la première année, les étudiants de lettres modernes qui se destinaient à l'enseignement bénéficiaient d'un cours de latin dans leur cursus, même s'ils choisissaient de présenter une autre langue à l'épreuve. Depuis 2011, plus question de latin, plus de langue vivante à l'oral non plus, ne subsistent que 2 épreuves écrites, composition française et étude grammaticale d'un texte en langue française. Et je pense qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il est possible d'accepter, qu'il soit possible aujourd'hui en France de devenir enseignant de français et de lettres, donc dans le secondaire, au collège et au lycée, sans avoir jamais étudié une langue ancienne, et notamment le latin. Le deuxième dispositif annoncé par la ministre s'intitule « Enseignement pratique interdisciplinaire », donc les fameuses EPI, et il s'agit ici de l'EPI LCA. Alors je ne reviendrai pas sur la tentative de récupération de l'expression LCA, langue et culture de l'Antiquité, qui a été faite, puisque ce n'est absolument pas une invention de Najat Vallaud-Belkacem ni de son cabinet. C'est une appellation utilisée depuis déjà plusieurs années, depuis presque 10 ans, suite à une réflexion menée par l'inspection générale et évidemment d'autres personnes, et notamment Catherine Klein et Patrice Solaire, à l'occasion de journées qui avaient été intitulées « Mondes antiques, monde moderne ». Cet enseignement pratique interdisciplinaire compte aujourd'hui 8 thèmes de travail. Et ce qu'il faut savoir, et qui n'est malheureusement pas assez connu, c'est que ce thème LCA, langue et culture d'Antiquité, eh bien, n'existait pas au départ. Le Conseil supérieur des programmes, dirigé par Michel Lusseau, comportait au départ 10 thèmes, mais le thème LCA n'y figurait pas. On peut donc tout simplement dire qu'aux prémices de cette réforme collège 2016, les LCA n'existaient donc plus ni sous la forme d'options, ni sous celle de pays, et pas encore sous la forme de l'enseignement de complément LCA, ajouté, comme je l'ai dit, à la hâte le 25 mars, suite aux protestations des enseignants et d'autres pseudo-intellectuels. Donc on avait affaire tout simplement à une disparition corps et âme des langues anciennes. Voilà. Alors, la mise en place de cette EPI, LCA, elle est également à l'origine de nombreuses difficultés et inégalités, contrairement évidemment à l'annonce d'une réforme égalitaire, comme nous allons le voir. Par exemple, il faut savoir que cette EPI LCA est mise en place à partir de la classe de 5e, alors même que l'Antiquité, abordée en 6e, en cours d'histoire et dans les récits fondateurs en cours de français, n'est plus au programme d'aucune discipline au cycle 4. Aucune. Cycle 4 qui va de la 5e à la 3e. Cela évidemment entraîne à la fois une difficulté à trouver des enseignants d'autres disciplines volontaires pour consacrer des heures de cours à l'organisation de cette EPI LCA, mais aussi le choix de thèmes de pays LCA parfois artificiels et assez éloignés de l'Antiquité classique, la chevalerie médiévale, la tapisserie de Bayeux, le manuscrit médiéval, qui non seulement ne font pas sens pour les élèves, mais en plus risquent bien de perturber leur perception de la chronologie historique. Un petit problème avec le vidéoprojecteur. Voilà. Alors, je vais en avoir besoin, donc je le rebranche. Alors ensuite, contrairement à ce qui a été annoncé, cette EPI LCA ne bénéficie pas à tous les collégiens. En effet, 11,3% des collèges sondés n'ont pas organisé d'EPI LCA cette année. Le graphique ci-dessous dément également l'idée avancée par la DGESCO, la directrice générale de l'enseignement scolaire, Florence Aubine, selon laquelle cette EPI LCA serait un EPI dérogatoire que les élèves pourraient poursuivre de la 5e à la 3e. Voilà, ça a été annoncé par la DGESCO et c'est totalement faux. Mais il y a plus grave encore, comme on peut le voir avec le diagramme suivant. Dans 20% des collèges sondés qui le proposent, cette EPI LCA n'est pas offerte à tous les élèves d'un même niveau.
Il y a donc lieu de se demander sur quels critères objectifs les élèves sont admis ou non à suivre cette EPI-LCA. Autre inégalité criante, la durée de cette EPI-LCA, qui sera pour une majorité d'élèves le seul contact avec les langues et cultures de l'Antiquité de toute leur scolarité, qui varie considérablement d'un établissement à l'autre, comme vous le voyez avec ce camembert, hein, dans lequel on a découpé beaucoup de parts. Et on peut le voir hein, avec ce diagramme, le nombre d'heures d'EPI LCA dont les élèves vont bénéficier de la 5e à la 3e varie de 2-3 heures jusqu'à 72 heures sur l'ensemble du cycle 4 de la 5e à la 3e en fonction des établissements. Et j'ai envie de dire aussi en fonction du statut de l'établissement, collège privé, collège public, sous contrat ou hors contrat. De même, parmi les déclarations de la DGESCO Florence Robin, affirmant il y a peu que, je cite, le prof de lettres classiques est assez incontournable dans cet pays, nous constatons, grâce à notre sondage, que dans 55% des cas, l'enseignant de lettres classiques n'intervient pas du tout ou intervient seulement devant une partie des élèves pour le pays LCA. Beaucoup d'élèves ne vont donc pas bénéficier de cette EPI LCA, dans cette EPI LCA, de l'expertise disciplinaire des enseignants de lettres classiques, qui sont pourtant présents dans les établissements. Situation encore plus inacceptable, dans près de 6% des établissements, le chef d'établissement a demandé aux professeurs de lettres classiques de préparer un EPI LCA auquel ils ne pourraient pas prendre part devant les élèves. Nouvelle forme d'esclavage moderne. Il y a lieu également de s'interroger sur la nature réelle de l'aspect interdisciplinaire de l'EPI LCA et des autres, lorsque l'on sait, grâce au diagramme que je vous affiche maintenant, pardon, c'est celui-là, que seuls 6,5% de ces EPI seront menés en co-animation et que dans 70% des cas, l'interdisciplinarité se fera chacun dans sa classe respective. Dans de telles conditions, on peut difficilement parler de démarche interdisciplinaire, au mieux de projet pluridisciplinaire, ce qui n'a rien à voir avec les ambitions affichées par la réforme du collège, mais aussi par les mouvements pédagogiques, ou pédagogistes, ou ultra-pédagogistes, on ne sait plus comment il faut les appeler maintenant, qui la soutiennent. Je pense notamment au cahier pédagogique de Philippe Poitrelot, qui a maintenant passé la main pour se retrouver président du Conseil national de l'innovation pour la réussite éducative, dont j'ai démissionné avec un peu de fracas il y a quelques mois. Enfin, contrairement aux promesses qui ont été faites conjointement par le ministère et la DGESCO, le président du CSP, Michel Lusseau, l'expérience du terrain et le témoignage des enseignants dans le graphique que je vous affiche maintenant tentent à prouver que les quelques heures allouées à l'EPI-LCA ne permettent pas aux enseignants de lettres classiques d'avancer les nouveaux programmes de langues anciennes et ne peuvent donc être comptabilisés comme de véritables heures d'enseignement des LCA. Comme le prévoyait d'ailleurs le texte de la réforme du collège. Ce graphique apporte en plus le démenti formel à l'affirmation du ministère selon laquelle la mise en place d'un EPI-LCA justifierait la diminution des heures d'enseignement du latin et du grec ancien dans leur passage du statut d'option à celui d'enseignement de complément. Bref, dans EPI-LCA, le I n'a pas de sens puisque ce n'est plus une discipline, le L n'a pas de sens puisque la langue est exclue, le C et le A n'ont pas de sens non plus puisque l'Antiquité est absence des programmes disciplinaires du cycle 4. Voilà ce qui reste du fameux EPI-LCA. Ce qu'on peut dire de ce EPI-LCA également, c'est que son organisation, son cadrage aboutit à de grandes inégalités sur tout le territoire, non seulement en ce qui concerne les connaissances et compétences qui sont transmises aux élèves, mais aussi dans le cadre du nouveau diplôme national du brevet, sur lequel je reviendrai si j'ai un moment, qui va désormais évaluer ces dispositifs d'EPI. Je précise également ici que les LCA ont été purement et simplement bannis de la validation des éléments du nouveau socle commun, qui n'a d'ailleurs plus rien d'un socle ni plus rien de commun, comme je vais vous le montrer. Tout simplement, les professeurs de lettres classiques, professeurs de latin, n'ont plus la possibilité, dans les logiciels qui sont mis à leur disposition, ce sont les seuls qui n'ont pas cette possibilité de valider les compétences de leurs élèves développées pendant les cours. Excusez-moi. Ah oui, j'avais pas vu que le vidéoprojecteur. Alors, voilà la petite démonstration. C'est l'article 332.2 du Code de l'éducation qui définit le socle commun de connaissances, de compétences et de connaissances. Alors vous voyez qu'il a été modifié très opportunément peu de temps avant la réforme.
Et donc la première définition de ce socle commun, c'est donc je vous la lis, hein, le collège dispense à chaque élève sans distinction une formation générale qui doit lui permettre d'acquérir au moins le socle commun de connaissances et de compétences. Et dans la version collège 2016, nouvelle définition du socle commun, le collège dispense à chaque élève sans distinction une formation générale qui lui permet d'acquérir au meilleur niveau de maîtrise possible le socle commun. Voilà. Donc on passe d'un socle à un podium avec autant de marge que d'élèves. Troisième dispositif et dernier dispositif, l'enseignement de complément LCA. Donc ce troisième et dernier dispositif qui est censé, je cite, démocratiser l'accès aux langues et aux civilisations anciennes pour tous les élèves. Cet enseignement de complément LCA se révèle n'être en fait qu'un ersatz low cost de l'option LCA qui existait jusqu'à juillet dernier. Pour commencer, cet enseignement de complément LCA n'a absolument rien de pérenne. En effet, sa mise en place et sa poursuite dans chaque établissement dépend à la fois de l'organisation d'un EPI LCA chaque année, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas ouvrir un enseignement de complément LCA si vous n'avez pas proposé aux élèves avant un EPI LCA, avec toutes les difficultés qu'on rencontre à mettre en place un EPI LCA, bien sûr, puisque c'est un choix et que le nombre d'EPI est limité à 6 et que, évidemment, tous les enseignants peuvent avoir envie de faire un EPI. Il faut donc jouer des coudes. Et cet enseignement de complément dépend essentiellement, uniquement, des heures de marge qui sont la seule source de financement possible pour cet enseignement de complément LCA. Puisque les LCA n'ont plus dans la DHG, la dotation horaire globale des établissements accordée par le rectorat, le statut de discipline. Donc l'enseignement de complément LCA se retrouve dorénavant en concurrence avec les demandes légitimes du reste des équipes pédagogiques, c'est-à-dire le dédoublement des classes en langue vivante pour faciliter la prise de parole de chaque élève, le dédoublement des classes de sciences pour permettre la réalisation d'expériences impossibles en classe entière. Rien n'assure donc la pérennité d'un enseignement qui a pourtant vocation à être suivi de la 5e à la 3e et qui peut normalement être poursuivi jusqu'en classe de terminale. Ce financement de l'enseignement de complément LCA uniquement sur les heures de marge ne va pas non plus s'en poser de problème en ce qui concerne l'accès à cet enseignement de complément pour tous les élèves, puisqu'on nous a promis le latin pour tous. En effet, cette dotation en heures de marge est somme toute limitée et utilisée à d'autres fins que le financement de l'enseignement de complément LCA. Par exemple, l'enseignement de complément langue et culture régionale. Je précise d'ailleurs que des CAPES en langue régionale ont été créés récemment. Et puis tous les dédoublements divers demandés par les enseignants. Donc par manque de moyens, les chefs d'établissement doivent parfois limiter le nombre de groupes d'enseignement de complément LCA par niveau. Et cette limitation du nombre de groupes a deux conséquences fâcheuses. La première, tous les élèves d'un établissement volontaire pour suivre cet enseignement de complément n'obtiendront pas forcément satisfaction. C'est-à-dire que si vous avez 50 élèves, et le cas s'est déjà produit à de nombreuses reprises dans des établissements, si vous avez 50 élèves qui demandent à suivre cet enseignement de complément en 5e, mais que le chef d'établissement n'a les moyens sur ses heures de marge de n'ouvrir qu'un groupe, eh bien, il y a 25 élèves qui vont rester sur le carreau. Donc les collèges limitant le nombre de groupes d'enseignement de complément LCA par niveau ont dès cette année établi des critères d'accès à cet enseignement parfois fort discutables, que ce soit la sélection des élèves en fonction de leurs résultats scolaires, ce qui est une hérésie puisque le latin est finalement la seule matière que les élèves commencent avec un niveau identique au collège, et surtout la première matière qu'ils peuvent choisir. Technique encore plus drastique, le tirage au sort. Tirage au sort des élèves qui vont pouvoir accéder à cet enseignement de complément. Pour ce qui concerne le grec ancien, le choix qu'amène à faire la répartition de cette maigre enveloppe d'heures de marge dès cette rentrée conduit à la disparition de son enseignement dans 40% des collèges qui le proposaient. Alors, je voulais vous soumettre un petit calcul, pour ceux qui aiment les mathématiques, un petit problème de mathématiques sur les heures de marge. Si vous avez 92 élèves sur un niveau, vous obtenez 4 classes à 23 élèves et donc 11 heures de marge, puisque c'est 2h75 d'heures de marge par section, c'est-à-dire par classe. Si par malheur vous avez 85 élèves, vous obtenez 3 classes à 28-29 élèves et seulement 8h25 de marge, 2,75 fois 3. Résultat, plus les classes sont chargées, moins les moyens pour les groupes réduits sont importants. Voilà comment on fait les calculs rue de Grenelle. Après, avec près de 25% donc des 576 enseignants de l'aide classique interrogés qui déclarent avoir perdu un ou plusieurs groupes par niveau dès cette rentrée 2016, nous avons des raisons d'être inquiets pour les années à venir, d'autant que
Cette dotation en heures de marge des établissements, seule source de financement des enseignements de complément, n'est garantie par aucun texte au-delà de 2017. Vous apprécierez la date à laquelle a été fixé cet arrêt. La ministre avait raison d'annoncer au micro de Patrick Cohen qu'aucune discipline, enfin, je cite, qu'aucune discipline ne perd aucune heure puisque sa réforme a justement fait en sorte d'ôter aux langues anciennes le statut de discipline. La perte horaire pour l'enseignement des langues et cultures de l'Antiquité reste cependant considérable, en passant de 2 heures hebdomadaires à 1 heure unique en 5e et de 3 heures hebdomadaires à seulement 2 en 4e et en 3e. C'est une perte sèche de 40% des horaires de cet enseignement qui, nous l'avons vu précédemment, n'est pas du tout compensé par la mise en place de l'EPI LCA. Il faut également rappeler que ces nouveaux horaires ne sont même plus garantis, puisque le choix a été fait de doter l'enseignement de complément LCA non plus d'horaires planchers, comme c'était le cas par le passé, mais d'horaires plafond. Alors, ce qui veut dire que vous pouvez avoir 1 heure en 5e, mais pas plus, mais vous pouvez avoir moins d'1 heure de latin par semaine en 5e. Alors déjà, je vous laisse imaginer 1 heure de latin par semaine en 5e, à des heures évidemment qui sont soit en début de journée, soit surtout en fin de journée, parfois entre 1 heure et 14 heures. J'imagine tout ce qu'il faut réactiver d'une semaine sur l'autre et le temps qui est perdu avec 1 seule heure par semaine. En accordant qu'une seule heure hebdomadaire de LCA aux élèves de 5e et en laissant la possibilité aux élèves de commencer l'enseignement de complément à n'importe quel moment du cycle 4, c'est-à-dire qu'un élève peut s'inscrire en 5e, mais il peut tout aussi bien, si ça lui dit, se réveiller en 3e et dire « voilà, moi je voudrais suivre l'enseignement de complément LCA ». Donc le professeur de lettres classiques peut se retrouver avec des élèves qui ont fait du latin de la 5e à la 3e et des élèves qui commencent en 3e, voilà, et qu'il va falloir gérer cette hétérogénéité en plus de celle qui est déjà existante au collège. Que dire maintenant des nouveaux programmes de cet enseignement de complément? Ils ont été proposés en catastrophe par le Conseil supérieur des programmes qui n'avait pas été saisi de ce dossier et ils ont été publiés tardivement au BO du 17 mars 2016. 17 mars 2016. Ça veut dire que les enseignants ont navigué à vue pendant très longtemps. C'est peut-être le diagramme que vous avez ici qui en parle le mieux. Si les enseignants se refusent à porter un jugement de valeur sur le contenu de ces nouveaux programmes, ils sont tout de même 45% à considérer que ces nouveaux programmes n'ont de nouveau que l'adjectif. Leur avis sur la faisabilité de ces nouveaux programmes avec les nouveaux horaires impartis au LCA est quant à lui sans appel. 83% des enseignants pensent qu'ils sont irréalisables, contre seulement 0,5% qui pensent le contraire. Pour résumer, la réforme du collège demande aux enseignants de lettres classiques de couvrir avec leurs élèves un programme à peine allégé, en 5 heures au lieu de 8, de la 5e à la 3e. Petite anecdote, puisque Arrête ton char a la chance de participer à la réunion de consultation sur les nouveaux programmes de langue et culture de l'Antiquité. 2 choses assez rigolotes. Nous avons essuyé un refus catégorique de Michel Lusseau, le président du CSP, de présenter l'intégralité des nouveaux programmes. Donc nous avons eu droit à des petites captures d'écran, tout simplement parce que Michel Lusseau craignait que nous fassions fuiter ces nouveaux programmes. Et deuxième anecdote assez rigolote, c'est le choix de la responsable de ces nouveaux programmes, sa rédactrice, qui s'appelle Sylvie Plane, qui est la vice-présidente du CSP, qui a comme seule compétence, j'ai envie de dire, pour la rédaction de ces nouveaux programmes, le fait d'avoir fait une thèse en grec ancien, mais cette dame-là, malheureusement, n'a jamais eu devant elle, n'a jamais vu un élève de secondaire, et elle a eu la charge à elle seule de rédiger ces nouveaux programmes. Ce qui pose quand même quelques problèmes, notamment grammaticales, puisque certaines choses, d'un point de vue grammatical, ont été enlevées, qui empêchaient la progression en fait vers les autres points grammaticaux, donc quelque chose de complètement incohérent. Il faut savoir aussi que Sylvie Plane, avant d'être catapultée à la tête de ces nouveaux programmes de LCA, était en charge de la rédaction des programmes de la maternelle. Il y aurait également beaucoup à dire sur les ressources publiées pour accompagner les enseignants dans cette réforme. Si leur intérêt n'est pas à remettre en cause dans l'absolu, on peut cependant rester perplexe devant le fait que le ministère produit sur Eduscol, son site officiel, nombre de documents qui ne sont pas conformes au texte officiel qu'il a lui-même initié. Donc ne pas entendre les professeurs qui disent haut et fort depuis des mois qu'on leur demande l'impossible ne ressemble guère à la confiance, je cite, à la confiance affirmée envers les enseignants dont s'est prévalue la ministre avec emphase lors de son discours de rentrée. Enfin, cette amputation des horaires sans réel changement des attendus de fin de cycle, ajoutée à la situation déjà bien fragile de la poursuite de l'étude des langues anciennes au lycée, laisse les enseignants très pessimistes, 83% contre seulement 2% d'optimistes, quant à l'avenir de la liaison collège-lycée.
Dans l'état actuel des choses, et même avec la meilleure volonté du monde, il paraît totalement irréalisable d'amener les élèves ayant subi le régime forcé de la réforme du collège en LCA au niveau de maîtrise nécessaire pour la passation des épreuves écrites et orales de latin et de grec du baccalauréat actuel. On peut d'ailleurs se demander s'il faut seulement voir dans cette réduction drastique des horaires alloués au LCA un désamour soudain du ministère pour les langues anciennes ou bien un habile tour de passe-passe de ressources humaines pour récupérer dans les rangs des enseignants de lettres classiques l'équivalent de près de 1500 postes de professeurs de français en pleine période de pénurie de recrutement. Je voulais vous dire un mot aussi, parce que évidemment Arrête-ton-char apparaît comme une association disciplinaire, mais en fait nous ne sommes pas du tout fixés dans notre lutte contre la réforme du collège sur le cas unique des langues anciennes, et le cas du français nous inquiète tout autant, peut-être même plus. Vous avez un petit graphique ici qui montre l'évaluation du nouveau diplôme national du brevet. Il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, le brevet est évalué de façon assez harmonieuse, je dirais, avec 40 points attribués pour le français, 40 points pour l'épreuve d'histoire géo et 40 points pour l'épreuve de mathématiques. Ce que vous constatez en regardant ce graphique, c'est que vous avez maintenant une première épreuve, donc celle qui est en violet, qui est une épreuve conjointe de français, histoire géo, enseignement moral et civique, qui vaut maintenant 100 points pour 5 heures d'épreuve écrite. Vous avez ensuite une épreuve de sciences, maths, SVT, physique, chimie, technologie, une épreuve écrite de 3 heures, qui vaut également 100 points. Et enfin, vous avez le fameux oral de pays, qui dure 15 minutes, qui est évalué aussi sur 100 points. Voilà. Alors ce qu'il faut voir là-dedans, c'est qu'on a regroupé une sorte de pôle sciences humaines, hein, mais que le français qui avait auparavant sa spécificité, et l'histoire aussi, se retrouve finalement avec un total sur 100 points, en concurrence avec les sciences qui évidemment, on le sait en France, sont largement privilégiées dans le secondaire et même au-delà. Je terminerai avec un dernier point, excusez-moi, c'est pas celui-là, avec un dernier point qui est peut-être le plus préoccupant, c'est l'état de santé physique et moral des enseignants. Arrête-ton-char, depuis un an, s'efforce d'attirer l'attention de l'institution sur les graves conséquences physiques et morales de cette réforme du collège sur les enseignants de lettres classiques et les autres, qu'il conviendrait d'anticiper et de ne pas sous-estimer. Là où le collège avait besoin de changements échelonnés dans la sérénité, la mise en place de la réforme et de tous ces dispositifs à marche forcée, en effet engendrait que stress et tension entre tous les différents acteurs de l'école, enseignants, personnel de direction, formateurs à la réforme, inspection départementale et académique. Les graphiques ci-dessous, je vais essayer de vous les retrouver. Voilà. Les graphiques ci-dessous montrent bien à quel point l'année écoulée a été particulièrement rude pour les enseignants de lettres classiques qui, s'ils n'ont rencontré aucune difficulté avec les parents d'élèves et leurs représentants, sont 40% à confesser avoir eu maille à partir au sujet de la place des LCA dans la réforme, non seulement avec leur direction, mais aussi, chose nouvelle, avec leurs propres collègues. Et oui, évidemment, les heures se diminuant, il faut bien les partager. Après 2 trimestres de cours, nous constatons déjà dans nos établissements les effets du surcroît de travail pour l'ensemble des professeurs, et peut-être plus encore pour les enseignants de lettres classiques. Surcroît qui est décuplé par la trivalence du professeur de lettres classiques, grec ancien, latin, français, qui lui font supporter des changements de programme de 4 niveaux en français, 3 en latin et 1 en grec ancien, auquel il faut encore ajouter la charge de concevoir chaque année un EPI LCA, même si ce n'est pas lui qui en prendra et qui le prendra en charge. Épuisement professionnel, tension avec la hiérarchie, voire avec le reste de l'équipe éducative, insomnie, épisodes dépressifs, prise de médicaments sont autant de symptômes du mal-être enseignant croissant, dont une partie peut être imputée à cette réforme du collège. En proie à la souffrance éthique, avec l'impression de travailler contre les principes qui sont les leurs et de ne pas être entendus par leur hiérarchie, de plus en plus d'enseignants s'enferment dans une résignation qui les conduit soit à faire leur métier sans passion, soit à envisager démission et reconversion. Le phénomène est déjà en marche. Arrête-ton-char reçoit énormément de courriers, et je peux vous dire que j'ai hésité à vous lire un certain nombre d'extraits de courriers qui nous ont été envoyés, mais c'est vraiment très très inquiétant. Voilà, très très inquiétant. Et est-ce qu'il me reste... Non, il ne me reste pas de temps. Donc je vous inviterai à lire, ça va être diffusé un jour, je termine juste là-dessus, puisqu'on a parlé tout à l'heure des concours de recrutement. J'envisage de publier avec un partenariat avec certainement La Découverte et avec l'Obs, un petit, petit résumé de tout ce qu'ont vécu les enseignants ces 2 dernières années, et
en plus, quelques petits épisodes personnels, notamment en ce qui concerne la fusion, la refonte des CAPES de lettres qui s'est passée en fait dans l'omerta la plus totale, sans consultation, et je m'en tiendrai à ça, sans consultation de l'inspection générale, qui est ensuite venu me trouver en plein milieu d'un cours, qui m'a sorti de cours, pour me demander de bien vouloir publier une pétition, voilà, pour cette, voilà, parce que l'inspection générale était pieds et poings liés. Merci.